Bien gérer sa to-do list peut complètement changer votre niveau de productivité ainsi que votre tranquillité d'esprit. Après 5 ans à ajuster ma méthode personnelle pour gérer mon travail de designer et mes projets perso, je vous partage cette méthode minimaliste aujourd'hui dans un petit guide étape par étape. Besoin de vous former au product design ou à Figma? The Kekatos Theory, partenaire de Parlons Design, est la référence en France avec plus de 500 designers formés depuis 5 ans. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter to-do list aujourd'hui. Clairement, en tant que designer, on va souvent avoir plein de sollicitations différentes sur des projets en parallèle, peut-être des contacts aussi qui gèrent ces projets différents. Donc, on va souvent avoir pas mal de choses à gérer, des choses qui prennent du temps, des choses qui peuvent être faites immédiatement entre la recherche, entre la production, entre le suivi du dev et le testing. Voilà, c'est plein de choses qui vont devoir être suivies en parallèle. Et donc gérer sa to-do, c'est hyper important pour notre productivité, notre focus et finalement notre tranquillité au quotidien. Alors, il n'y a pas de méthode absolue. Aujourd'hui, moi, je vais vous partager ma méthode et mes principes. C'est la méthode vraiment réelle que j'utilise depuis des années, qui est assez unique à ma connaissance. En tout cas, quand je la partage, c'est rare que je connaisse des gens qui fassent de la même manière. Donc, j'espère que ça pourra vous être utile. Alors, clairement, si la méthode vous convient pas à vous, il y aura peut-être à minima des principes qui peuvent vous aider. Donc, normalement, tout le monde va pouvoir tirer quelque chose un petit peu de cet épisode. En tout cas, je l'espère. Commençons tout de suite. Alors déjà, les 4 piliers de ma solution, ils sont assez simples et ils sont hyper importants et je pense qu'ils peuvent s'appliquer pour le coup à toute bonne to-do list. La première, c'est que c'est une solution minimaliste. L'outil ne doit pas devenir le travail, et donc la to-do list ne doit pas prendre des heures et des heures à être gérée. Il y a plein de systèmes hyper complexes, notamment des templates Notion qui sont vendus avec des méthodologies en 32 étapes. Clairement, à mon avis, c'est une mauvaise solution parce que sinon on finit par passer plus de temps à organiser sa to-do qu'à faire vraiment le travail. Et on rajoute une difficulté à tout ce qu'on veut faire. Et également, l'outil ne doit pas être lié au logiciel. Typiquement, la méthode que je vais vous présenter, elle est faisable sur papier. Si demain, il n'y a plus Internet, il n'y a plus de software, on peut faire exactement la même technique sur papier. Et ça, je pense que c'est assez important parce que déjà, ça vous rend vachement plus autonome. Vous n'êtes pas dépendant d'un outil en particulier. Vous pouvez le répliquer ailleurs. Et ça vous assure aussi que vous restez dans cet esprit minimaliste. Parce que dès qu'on va être dépendant de fonctionnalités très spécifiques, souvent ça veut dire qu'on est en train de pencher vers la complexité. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que je vais exclure de mes fonctionnements de to-do? C'est tout ce qui est to-do imbriqué. Créer des liens entre les to-do, non. Trop compliqué, ça prend du temps et le bénéfice n'est pas suffisant. Les charts d'analyse, pareil, c'est pas la peine. On est en train de gérer sa to-do perso, je vois pas ce que je vais faire avec un graphe qui me dit bravo, tu as bien travaillé. Tout ce qui est propriété d'estimation, de difficulté, de complexité, de temps, on oublie. Pareil, je vois pas ce que je vais en faire vraiment dans ma to-do et ça prend du temps à chaque fois. Et tout ce qui est filtre complexe, pareil, ça dégage, c'est trop compliqué. Premier pilier donc, le minimalisme. Deuxième pilier, la lisibilité. Il faut que quand je regarde ma to-do, j'arrive à voir très rapidement en un instant, qu'est-ce qui est important maintenant? Et donc ça veut dire je ne dois pas voir, ou en tout cas ça ne doit pas mettre en avant ce qui est important plus tard. Je dois pouvoir être focus sur mon moment, sur ma journée, sur les prochaines priorités, et pas focus sur une liste immense de tâches que je réaliserai peut-être un jour. Avec ça, il faut que ce soit scannable rapidement par sujet, je puisse différencier les différents sujets en parallèle, et que ce soit scannable rapidement par action. Qu'est-ce que je dois concrètement faire là si je commence maintenant? Qu'est-ce que je fais? Le deuxième pilier, c'est la lisibilité. Et ça va en partie forcément passer par les outils, mais aussi beaucoup par la manière dont vous structurez votre méthodologie. Le troisième pilier, et qui est, je pense, un des gros game changers dans une stratégie de to-do list, c'est le fait qu'une to-do list doit être facilement chunkable. Alors, je n'ai pas trouvé de bonne traduction parfaite, mais en tout cas, le plus proche qu'on puisse avoir, c'est elle doit être sous-découpable le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'une tâche est dure à commencer si elle est difficilement visualisable. Si on me dit designer cette feature,
En fait, déjà j'ai pas envie de commencer parce que c'est hyper large. Ça veut dire quoi designer cette feature? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce qu'il y a? Mais par contre, si je la découpe en plusieurs petites sous-tâches, ça va être vachement plus simple. Donc au lieu d'écrire designer la feature X dans ma to-do list, je vais écrire wireframe papier, proto V1, test, proto V2, wording review, tracking plan. Là finalement c'est facile. Je sais que je dois commencer par mes wireframe papier. Une fois que je l'ai fait, je sais que je dois faire mon proto V1. Ensuite je sais que je dois tester et c'est vachement simple. Et encore, ça potentiellement, je peux venir le redécouper derrière. Si pour moi Proto V1 c'est une tâche un peu trop grosse et que du coup quand je le vois j'ai la flemme parce que je me dis hop c'est long, je vais pouvoir le redécouper en disant maquette, assemblage du prototype, intégration des variables et testing. Et donc, voilà, je trouve que c'est hyper important déjà d'avoir cette mentalité de se dire en fait si on a la flemme de se lancer, si on a la flemme de commencer, c'est qu'on n'a pas assez sous-découpé, et du coup je vais venir créer des petits morceaux de cette tâche pour la rendre plus accessible. Et du coup il faut que l'outil, que la méthode de To-Do-List qu'on utilise permette de faire très rapidement ce petit découpage en chunks un petit peu plus petits à chaque fois qui rendent l'accès aux tâches plus facile. Donc clairement la plateforme que je vais utiliser doit me permettre de faire ça en un instant et pas avec des sous-to-do list imbriqués où là on va rentrer dans des liens de relation et de complexité, non, de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus maniable surtout. Voilà, ça c'était le troisième pilier, facilement chunkable, et ça je recommande de l'appliquer à n'importe quelle to-do list parce que ça vous simplifiera la vie. Si vous bloquez sur quelque chose, découpez-le juste en tâches plus petites jusqu'à ce que ça vous paraisse facile à commencer. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire que je dois pouvoir le gérer sur mon téléphone, sur mon ordi, sur l'ordi de quelqu'un d'autre, quand je suis chez moi, quand je suis en voyage, quand je suis en hors ligne. Et donc là, ça va plutôt être lié en effet à la plateforme qu'on va utiliser pour gérer cette to-do list. Mais c'est quelque chose qui est devenu important et que je n'avais pas dans les premières versions de ma to-do list. Alors, je pense que maintenant les piliers sont clairs, le minimalisme, la lisibilité, la facilité de chunkage des to-do et l'omniprésence de cette to-do. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement dans la méthode? Alors, à savoir, au début, je le faisais avec des post-it sur un mur. C'est pour ça qu'il nous manquait le pilier de l'omniprésence. Il fallait que je sois chez moi physiquement pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, depuis quelques années, je l'ai déplacé sur Notion. Voilà, parce que tout simplement, quand on est en voyage, quand on est en déplacement, quand on n'est pas toujours au même endroit, c'est hyper compliqué de le faire depuis chez soi sur un mur. Pour autant, c'est vraiment le même format et le même fonctionnement que j'utilise. Donc ce pilier de minimalisme est respecté et si vous voulez commencer, vous pouvez complètement essayer de le faire chez vous physiquement. Globalement, ça prend la forme d'un tableau Kanban avec 5 colonnes qui sont précisément dans cet ordre. La première colonne, c'est la colonne aujourd'hui. La seconde colonne, c'est la colonne cette semaine. La troisième colonne, c'est la colonne fini. Et derrière, il y a 2 autres colonnes, la colonne plus tard et la colonne en pause. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt simple et ces colonnes représentent des moments, représentent des niveaux de focus. C'est-à-dire que les 2 premières colonnes, aujourd'hui et cette semaine, vont être les colonnes que je vais réellement regarder au quotidien, mais les colonnes finies plus tard et en pause sont des choses que je vais regarder que quand je fais de l'organisation à des moments précis de ma journée. Mais alors, qu'est-ce que je mets dans ces colonnes? Dans ces colonnes, je mets une carte ou un post-it par projet. Donc, je vais avoir un projet Parlons Design, tiens, non, plutôt un projet épisode saison 7, épisode 48, dans lequel je vais avoir, dans la carte de cet épisode, je vais avoir une liste de checkbox des actions du projet. Et je vais utiliser l'indentation si j'ai besoin. Donc si on reprend cette carte podcast saison 7, épisode 48, à l'intérieur, je vais avoir un épisode, une checkbox réaliser la miniature, une checkbox préparer le podcast, une checkbox enregistrer le podcast, checkbox monter, uploader et sauvegarder, archiver en quelque part. Et donc, voilà, c'est tout simple. Je peux voir ma carte de mon épisode S7E48, dans quelle colonne il est que je dois le faire aujourd'hui, cette semaine ou plus tard, et à l'intérieur, voir les actions que je dois faire pour avancer dans ce projet-là.
Donc en résumé, quand je regarde le Kanban, je vois des colonnes par ordre d'importance. Les premières sont les plus importantes, donc c'est celles que je regarde. Dans ma colonne Today, donc aujourd'hui, j'ai la liste des projets sur lesquels je dois travailler aujourd'hui. Aussi simple que ça. Et pour chaque projet, j'ai mis en place dans Notion le fait que je vois à l'intérieur de la carte du projet la preview du contenu, et donc je vois les premières checkbox qui composent ce projet-là. Donc les checkbox que je vais devoir accomplir là, maintenant, aujourd'hui. Donc finalement, quand j'arrive sur mon Kanban, sur mon tableau de bord, je regarde la première colonne, qui est la colonne Today, parce que c'est elle qui est importante finalement. Le reste, je l'ignore complètement. Donc on a complètement répondu à cette contrainte de lisibilité. Dans cette colonne Today, je vois les projets sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui, et j'ai juste à regarder les premières checkbox de ces projets-là pour savoir concrètement qu'est-ce que je vais devoir faire pour commencer et pour avancer sur ce projet. En termes de fonctionnement de timeline, c'est relativement simple. Tous les vendredis soirs, si on prend l'exemple plutôt d'une to-do professionnelle pour mon métier de designer, chaque vendredi soir, je vais regarder mon dashboard et je vais déplacer ce que je veux faire la semaine suivante sur la colonne cette semaine. Donc je vais prendre les projets en question, ceux qui sont faits, je vais les passer dans la colonne faits, ceux que je vais pas pouvoir faire la semaine prochaine et sur lesquels je travaillerai plus tard, je vais mettre dans plus tard, et les projets qui sont bloqués parce que soit ils ont été mis en pause, soit parce qu'on attend qu'il y ait du dev qui soit fait, soit parce qu'on attend quelque chose, je vais les mettre dans la colonne en attente. C'est-à-dire que ceci, j'ai vraiment pas du tout à m'en occuper. Et ce qu'il y a dans plus tard, je sais que je vais pas m'en occuper cette semaine. Par contre, fin de semaine prochaine, il faudra que je me demande est-ce que je peux y consacrer du temps ou pas. Donc voilà, finalement, le vendredi soir, on fait un petit rangement et surtout, on se dit, ok, maintenant, ce que j'ai placé dans this week, dans cette semaine, la semaine prochaine, je vais m'en occuper, mais tout le reste, je ferme les yeux, je n'ai plus à m'en occuper. Et derrière, chaque matin de la semaine, donc quand j'arrive, quand je commence à travailler, je vais regarder ma colonne cette semaine, je vais déplacer les choses que je vais faire aujourd'hui dans la colonne aujourd'hui, et ça va me permettre de calibrer ma mission du jour. Ça évite ce syndrome de il y a une to-do list immense et j'ai l'impression de ne jamais avancer. Non, là, tous les matins, je me dis, ok, mon objectif du jour, c'est d'avancer sur tel et tel projet, et voilà, je m'en arrête là, parce que de toute façon, probablement que ce sera déjà bien suffisant pour remplir la journée. Derrière, un autre truc que je fais, c'est que dans un projet, comme vous l'avez compris, il y a des checkbox avec plein d'étapes, avec plein de choses à faire. Je vais tous les matins, parmi les projets que j'ai mis dans Today, prendre les checkbox que je veux réellement réaliser dans la journée et les mettre en gras et souligner. L'avantage, c'est que ça me permet de différencier les projets sur lesquels je veux travailler des vraies tâches que je veux faire aujourd'hui. Ça permet d'éviter d'avoir ce syndrome de il y avait beaucoup de to-do list, je savais pas jusqu'où aller. Non, en fait, j'ai défini dès le matin. Ok, sur le projet A, je dois faire des wireframes, je vais faire ça aujourd'hui. Sur le projet B, je devais finaliser mon proto et faire du testing, je l'ai souligné, je l'ai mis en gras, donc je vais le faire aujourd'hui. Et finalement, je sais que c'est ça ma mission du jour, et pas de faire tout le projet en entier. Donc ça permet vraiment de structurer, ok, quels sont les projets sur lesquels je vais travailler aujourd'hui, et sur ces projets-là, qu'est-ce que je vais exactement faire, et quel est mon objectif de la journée. Ensuite, au long de la journée, c'est pas compliqué, hein. Quand j'ouvre mon tableau de bord, j'ai juste à regarder ma colonne Today, surtout j'ignore tout le reste, ça ne me sert à rien. Je regarde les tâches qui sont en gras soulignées, et puis je les fais. Le reste, surtout, je ne regarde pas. Le gros avantage de cette méthode, c'est que ça permet d'avoir chaque jour un focus sur l'essentiel. Et pareil, chaque semaine, un focus sur l'essentiel. On met de côté tout ce qui ne sera pas fait cette semaine, tout ce qui ne sera pas fait aujourd'hui, et on se focus sur ce qu'on a sélectionné. Et donc pour ça, elle est vraiment très pratique cette méthode, elle permet vraiment de planifier et de prendre le temps en fait de prioriser à froid, que ce soit en fin de semaine quand on prévoit la semaine suivante, ou chaque matin quand on va prévoir sa journée. Voilà. Pour conclure, c'est une méthode moi que j'ai utilisée en pro pendant des années et en perso également pour gérer les podcasts et les projets perso. Donc ça fonctionne bien. Je trouve que c'est très efficace justement car ça élimine le bruit tout en restant relativement simple à gérer. Un petit point sur les timings, c'est que j'ai dit que je le faisais le vendredi soir pour préparer la semaine suivante. Je trouve ça plutôt pratique. Par contre, je le fais pas au cours de la semaine, je le fais pas le soir pour le lendemain, parce que je trouve que ça rajoute un peu un stress
une pression qui est pas vraiment utile. Donc je préfère le faire le matin même, où je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? On commence une nouvelle journée, on se lance. Ça évite de penser toute la nuit et se dire ouh là là, j'ai beaucoup de choses à faire demain. Non, c'est pas la peine. De toute façon, ça ne changera rien de l'avoir fait en amont. Également une petite astuce bonus qui peuvent vous servir, vu que du coup je fais cette to-do list maintenant sur Notion. Les pages projets me servent aussi à avoir un hub de liens et d'informations, donc j'ai mes to-do list à l'intérieur. Mais je viens mettre des liens vers des Figma, vers des fichiers de recherche, vers des articles à chaque fois. Et donc ça me permet que cette to-do soit aussi un hub de connaissances où si je cherche un truc qui a été fait il y a longtemps, qui a été archivé, je vais pouvoir venir le retrouver à cet endroit-là, même si c'était un vieux projet avec des vieilles explorations, finalement j'ai tout droppé là-dedans. Et du coup ça fait un double combo. Voilà. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, j'ai essayé de vous mettre en description de ce podcast un lien de mon template Notion pour utiliser cette méthode de to-do list. Vraiment, elle marche très bien pour moi. J'espère qu'elle pourra marcher pour vous. Et puis, sinon, je serais très preneur d'avoir vos méthodes à vous. On peut en discuter sur LinkedIn, par exemple. Il y a le lien qui est en description. Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir vos feedbacks sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à venir en discuter. Et puis bien évidemment, abonnez-vous au podcast Parlons Design sur votre plateforme d'écoute préférée. On va continuer à parler Product Design jusqu'à la fin de la saison 7 et pour une nouvelle saison 8 l'année prochaine. Suivez le podcast et puis merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut. Parlons design.